8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, la philosophe et femme de lettres Elisabeth Badinter. Bienvenue à vous et bonjour Elisabeth Badinter. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un climat politique et public hystérisé, des agressions, qu'elles soient physiques ou verbales, à l'encontre de ceux qui incarnent l'autorité et la République, jusqu'à la gifle donnée au chef de l'État. De quoi ce climat est-il le nom, selon vous ? D'une déliquescence de la démocratie, à mon avis aussi, d'une perte du langage, c'est-à-dire que quand on donne un coup, quand on se laisse aller à la violence, ça veut dire qu'on n'a plus les mots pour débattre, ce qui met en cause beaucoup d'institutions et peut-être aussi l'école. Je suis frappée de voir qu'il y a quelque chose de presque d'animal et de non-humain dans ces coups. Et je dois vous dire que pour ma part, quand j'ai vu ces images, comme toute la France et peut-être le monde entier, j'ai été terriblement choquée, inquiète et je dirais presque humiliée que on touche à la personne du président de la République parfaitement, régulièrement élu par le peuple et que ce soit vu par le monde entier m'a été un chagrin. Les mots sont forts, un chagrin également. Vous avez cité l'école. Comment faire en sorte, Elisabeth Badinter, que l'enseignant dans sa classe soit respecté ? Comment faire en sorte que les policiers ne soient pas considérés comme une bande rivale ? Comment restaurer cette autorité au sens noble du terme, minée par de multiples attaques ? Je ne sais pas répondre à toutes ces questions. J'ai été professeur de lycée il y a longtemps, donc je peux peut-être essayer de répondre à celle-ci. Je pense qu'il est aussi du devoir du professeur de tenter d'être le plus neutre, le plus objectif possible, le moins idéologique possible. Et je sais que c'est difficile, c'est très difficile et probablement on n'y arrive pas toujours. Mais il faut, à l'école, et pour être respecté, d'une part, une autorité personnelle, j'ai envie de dire, et d'autre part, cet objectif de tenter d'être le plus objectif devant ses élèves afin qu'ils puissent exercer librement leur esprit critique. Voilà, c'est un peu abstrait tout ça, mais quand on l'a vécu, on sait que c'est important. C'est important au moment où les possibilités de dialogue s'amenuisent. Chaque camp, dans son camp, face à un autre, certains pensent détenir la vérité et être d'ailleurs dans le camp du bien. Est-ce qu'un tel moment paroxystique est inédit de votre point de vue ou est-ce qu'il faut le relativiser en ce moment ? Ah non, moi j'ai pas du tout envie de relativiser. Je suis pas jeune et je n'ai jamais connu ça. C'est-à-dire que je comprends très bien et naturellement j'assume que une démocratie à l'occidentale soit toujours, comment dirais-je, améliorable. Et nul doute, nous tendons vers un objectif, mais évidemment pour y arriver c'est très long. Mais tout de même, nous avons la chance de vivre en Occident d'ailleurs, dans des régimes qui sont démocratiques, où on assume les libertés d'expression, où on a le droit à la critique, on a le droit de parler, et j'ai le sentiment que on est en train d'essayer de nous censurer, de nous interdire d'exprimer notre opinion. Je trouve ça très grave. J'ai presque l'impression que c'est notre civilisation qui est en danger. C'est un enjeu de civilisation. Alors oui, c'est un enjeu. Le mot parfois est tabou parce qu'il est assez fort. Ça m'est égal, je l'utilise. Je le comprends bien. Mais ce que je voudrais vous dire, j'ai le sentiment que les habitants des démocraties, n'ayant pas connu vraiment de guerre, de violence depuis la dernière guerre mondiale, ont tout simplement oublié que les civilisations sont mortelles et que souvent l'histoire est tragique et que lutter contre les acquis de cette civilisation peut nous mener très loin. Et nous ne serions pas en ce moment suffisamment conscients collectivement, et d'ailleurs peut-être aussi ceux qui nous gouvernent, suffisamment conscients de ce qui est en jeu. Je pense que oui. Je pense que je me souviendrai toujours, et ça a commencé il y a très longtemps, cette déliquescence de la protection de nos libertés. Souvenez-vous, dans les années 80, les pacifistes étaient à l'ouest
et, et les Russes avaient pointé contre l'Occident ces fusées. Et le slogan était déjà plutôt rouge que mort. Ce qui voulait dire que nous étions prêts à reculer sur nos valeurs. Eh bien, c'est vrai qu'une civilisation meurt quand certains qui veulent imposer des valeurs et des principes qui ne sont pas les nôtres avancent, eux ils avancent, et que nous ne défendons pas, nous reculons sur nos exigences. Donc c'est par défaut de combattant au sens de défenseur de la civilisation que celle-ci peut mourir, que notre civilisation occidentale, judéo-chrétienne, peut mourir. Absolument. C'est ce qui s'est passé pour de nombreuses civilisations. La nôtre a été à l'origine fondée au XVIIIe siècle, puis a progressé peu à peu. Encore une fois, elle est perfectible, on peut changer des choses, mais on ne doit pas reculer sur nos principes. Et parmi ces principes, il y a ce qui est la censure, la fin du droit de parole, et ça me semble extrêmement grave. Je pense aussi que il y a un individualisme tel que le combat collectif est devenu plus difficile aujourd'hui qu'à d'autres époques. Et vous êtes, Elisabeth Badinter, engagée depuis très longtemps dans des combats, des causes pour l'universalisme, la laïcité, contre les communautarismes, des causes qui provoquent de fortes crispations, parfois des attaques virulentes à votre encontre. De quoi sont-elles le révélateur, là, en ce moment? Je pense qu'il y a en ce moment deux points de vue sur la conduite du monde et les régimes politiques que l'on souhaite. Bon, on sait très bien que les anglo-saxons sont majoritairement communautaristes, mais dans un communautarisme, je dirais, qui est conforme à une démocratie telle que nous la pensons. Aujourd'hui, il y a quelque chose de différent qui est arrivé. C'est-à-dire que le communautarisme tel que nous l'observons aux États-Unis, dans les universités, et pas seulement les universités américaines, malheureusement, qu'ils essayent d'exporter chez nous, c'est le séparatisme qui est en train de subvenir. L'universalisme est maintenant considéré comme un gros mot. L'universalisme, c'est un objectif à atteindre je ne sais quand. C'est un objectif qui tient compte du concept d'humanité, ce qui nous rassemble et pas ce qui nous distingue. Et je pense que le développement du communautarisme anglo-saxon tel que nous le voyons apparaître, c'est une arme redoutable, absolument redoutable, contre la démocratie en général. J'entends et je note ce que vous dites, le communautarisme est un séparatisme. Demain, Elisabeth Badinter, il y aura une marche intitulée « Marche des libertés contre ». C'est ainsi que c'est intitulé les idées d'extrême droite dont certains estiment qu'elles progressent, y compris au sein du gouvernement. Parmi les signataires de cet appel pour cette marche, il y a Jean-Luc Mélenchon ou encore Rokhaya Diallo. Cette menace qu'il pointe, elle est réelle? Écoutez, oui, elle est sûrement possible en tous les cas. Elle est très possible. Les identitaires sont très violents et on peut effectivement s'en inquiéter. Pour autant, jusque-là, qui tue? Qui tue? Et je n'ai jamais entendu, vous m'entendez jamais, l'extrême gauche ou la gauche radicale séparer l'islamisme politique des musulmans. Tout est englobé sous le nom de musulmans, comme si, par conséquent, toute attaque était une attaque islamophobe, ce qui est radicalement faux. Alors, je veux bien, c'est très bien d'aller manifester contre l'extrême droite, qui peut être violente, qui le sera peut-être, je n'en sais rien, mais en tous les cas, je voudrais qu'il se soit avec objectivité et que on arrive à juste articuler le mot islamisme politique dans le cas de violence, d'attentats, mais ça, jamais. De violence, par exemple, et de menaces graves contre la jeune femme Mila. Les menaces repartent et redoublent d'intensité à son encontre. La jeune femme reste combative, mais dans un entretien au magazine Le Point, elle met en avant aussi une fatigue morale. Une vie confisquée, totalement entre parenthèses. Je n'en peux plus, dit-elle, c'est monstrueux. Mais qu'est-ce qui peut arrêter cette spirale, Elisabeth Badinter? Déjà, ça ne sera pas le combat des féministes à ses côtés. Je remarque qu'elle est d'une solitude extrême. Je suis absolument frappée de voir que cette jeune femme qui maintenant vit dans des conditions insupportables pour n'importe qui n'est pas défendue par les autres femmes. Et c'est toujours pareil, c'est le silence. Quand la victime ne vous plaît pas, eh bien on se tait.
Mais en revanche, quand la victime peut vous servir, alors on parle. Malgré tout ce que l'on vient d'évoquer comme sujet lourd, difficile, est-ce que vous gardez espoir ? Qu'est-ce qui sous-tend, qu'est-ce qui porte encore cette flamme qui vous fait croire et espérer, Elisabeth Badinter ? Eh bien, je crois que c'est en particulier et en partie le combat des intellectuels qui prennent publiquement parti, et notamment à l'université. Je trouve ça très courageux, mais c'est pour moi un facteur d'optimisme parce que je n'observe pas ça dans tous les pays occidentaux atteints par le même problème. Et en cela, la France reste singulière. Et en cela, la France reste singulière. Elle n'a pas envie qu'on lui impose la loi. Elle gardera, à mon avis, pour un moment, en tous les cas, confiance dans ses principes. Et encore, juste un petit mot. Le mot universalisme est devenu quasiment un gros mot, ou un mot décadent. Je voudrais absolument dire à ceux qui nous écoutent que c'est un combat magnifique que de combattre pour la réunion, pour la ressemblance des êtres humains, voilà, et non pas de combattre pour les différences qui vous rend inaccessible à l'autre. Merci Madame Badinter. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr. Merci. Merci à vous deux. Il est 8h29 sur